S'il y a bien un lieu emblématique de la civilisation arabo-musulmane, après la mosquée et peut-être à égalité avec le souk, c'est bien le hammam. Héritier des termes gréco-romains, le hammam est un élément central de la ville islamique, et ce depuis quasiment les débuts de l'islam et du Moyen-Âge. D'Al-Andalus jusqu'en Irak, l'urbanité se concevait très rarement sans hammam. Or, en Occident, on a du mal à se faire une idée précise de ce qu'étaient réellement ces bains publics. Déjà, on a tendance à confondre sauna et hammam, deux établissements et deux méthodes bien différentes. Le sauna étant une salle chaude, là où le hammam est certes une pièce chaude, mais fonctionnant à travers un système de vapeur. En plus de ça, notre vision du hammam est nourrie, et je dirais même peut-être gangrénée, par une série de fantasmes. Car il est très probable que quand vous avez lu le mot de hammam sur la miniature ou dans le titre de cette vidéo, des images ont de suite jailli dans votre esprit. Celles de bains liées automatiquement à l'Empire ottoman et surtout à une autre institution, le harem. Notre vision du hammam se trouve alors associée à la notion de sensualité, voire de sexualité, d'une sorte de charme à l'oriental, naviguant entre douceur, plaisir et volupté. Une idée qui nous intrigue, d'autant plus aujourd'hui où l'islam nous apparaît comme une religion où, en dehors du cadre familial, le corps se doit de rester dissimulé, en particulier celui de la femme. Or, le hammam nous semble incarner un lieu hors du temps et des considérations religieuses, un lieu où tout ce qui est normalement interdit est désormais possible. Sauf que cette vision nous a été léguée en grande partie par le 19e siècle et les orientalistes. Que ce soit dans la littérature et surtout la peinture, le harem et avec lui le hammam ont fasciné les artistes occidentaux. Ces lieux rarement accessibles où se côtoyaient des centaines de femmes, dédiées au seul plaisir du sultan, ont nourri d'incroyables fantasmes. Que l'on pense au tableau de Jean-Auguste Dominique Ingres avec la petite baigneuse, ou encore son fameux bain turc où l'on peut voir des femmes s'égayer autour des bassins ou se reposer sur des divans. Concernant la littérature, cette vision d'un Orient sensuel, voire érotique, se retrouve dans les multiples traductions des célèbres Mille et une nuits, et notamment dans la version de Joseph-Charles Mardrus, aux illustrations légèrement dénudées. Seulement, en réalité, le hammam a peu de choses à voir avec cette vision fantasmée. Sans compter que le bain arabo-musulman n'est pas seulement un lieu où l'on se détend, il est aussi un lieu dédié à l'hygiène, aux soins de son corps, de sa santé, mais aussi un lieu de sociabilité où l'on rencontre et l'on échange avec d'autres personnes. Le hammam ne se résumait donc pas à un espace comme les autres. Plus qu'une simple pause dans le quotidien, il représentait un mode de vie, une culture, voire même un idéal de société. Donc salam les avéroïstes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de retracer l'histoire du hammam et de nous défaire quelque peu de notre vision parfois trop simpliste, voire même, on peut le dire, fantasmée. Comme une grande partie d'entre vous le savent, cette chaîne est principalement dédiée au Moyen-Âge. Un découpage occidental du temps quand même, qui ne convient pas forcément pour l'histoire arabo-musulmane, mais qui a quand même le mérite de permettre au public de se repérer chronologiquement. En gros, on parle d'une période de quasiment un millénaire, entre la naissance de l'islam au début du 7e siècle et le milieu ou la fin du 15e siècle. Et ça tombe bien, justement, car l'histoire du hammam est très ancienne, à tel point qu'elle a commencé dès le 7e siècle avec les grandes conquêtes arabo-musulmanes qui ont mis en contact les Arabes avec les civilisations perses et surtout byzantines. Mais d'abord, c'est quoi le hammam ? Le hammam est un bain public. Placé le plus souvent au centre des villes, il est censé être ouvert au plus grand nombre, même si son accès semble avoir été quand même majoritairement payant. Et ce principe de bain public, autant vous dire que ce n'est pas spécialement nouveau, bien au contraire, puisque les premiers vestiges de tels bâtiments remontent au 3e et 2e millénaire avant notre ère, au sein des peuples pré-helléniques et à la civilisation égéenne, relative à toutes ces petites îles situées en mer Égée. Mais c'est surtout 2000 ans plus tard, sous les Grecs et surtout les Romains, que les bâtiments publics ont envahi le cœur des villes. On parle alors communément de thermes.
La pratique du bain et la fréquentation des établissements publics étaient alors diffusées dans une majeure partie de la société. Parmi les bâtiments les plus célèbres de la Rome antique, on peut citer les thermes de Dioclétien, de Caracalla ou encore ceux de Trajan dans la capitale. Mais les bains publics ne se retrouvaient pas uniquement dans les grandes villes de l'Empire, mais dans quasiment l'intégralité des cités. Que ce soit en Germanie, en Gaule, en Hispanie, en Afrique du Nord, avec le site de Bulla Regia dans l'actuelle Tunisie, puis au sein des villes du Levant, comprenant l'Égypte, la Palestine et la Syrie, et enfin en Anatolie et en Grèce. Pour un Romain, se rendre aux thermes s'inscrivait pleinement dans un mode de vie, voire même il représentait un des piliers de ce que l'on concevait comme étant la civilisation romaine. On s'y lavait, on prenait soin de son apparence, à travers la pilosité par exemple, mais on y échangeait aussi avec nos connaissances et parfois on y pratiquait une activité sportive au sein de la palestre. Bref, les thermes romains ne se limitaient pas uniquement à une activité de détente individuelle. Plus que ça, ils étaient l'une des pratiques prisées par les populations, et ce dans l'ensemble de l'Empire, et ils constituaient l'un des ferments de l'identité romaine. Mais revenons-en quand même à notre sujet du jour, le hammam arabo-musulman. Et justement, pour que ce bâtiment existe, il faut que ce qualificatif d'arabo-musulman soit une réalité. Autrement dit, il nous faut un peuple, ou plutôt une langue, l'arabe, et une religion, l'islam. Ce qui nous amène à revenir au début du 7e siècle, où la religion musulmane est censée être apparue par l'intermédiaire d'un ange, Gabriel, et d'un prophète, Muhammad. Le tout se déroule au sein de l'Arabie, plus précisément à l'ouest, au sein des villes de La Mecque puis de Médine. Cette nouvelle religion a convaincu de nombreux fidèles, mais elle a aussi bouleversé certaines croyances et certaines conceptions socio-politiques, ce qui a débouché sur des conflits guerriers et finalement sur la victoire des musulmans qui, entre les années 620 et 634, ont conquis la quasi-intégralité de l'Arabie. Mais les musulmans ne se sont pas arrêtés là. Sous l'égide de leurs chefs successifs, les califes Omar et Osman, ils ont affronté puis vaincu les deux grands empires de l'époque, les Byzantins et les Perses sassanides. Les voici à présent maîtres du Levant et de la Mésopotamie, le tout en seulement une vingtaine d'années. D'ailleurs, ainsi ce petit résumé vous laisse sur votre faim, je vous renvoie bien sûr à mes 2 vidéos dédiées aux premières conquêtes islamiques. Encore une fois, ces forces arabo-musulmanes ont poursuivi leur progression. Sous les Omeyyades, entre les années 650 et 710, elles se sont emparées de la province d'Afrique, auparavant sous contrôle byzantin, puis du reste de l'Afrique du Nord, avant de s'implanter dans la péninsule ibérique grâce au soutien essentiel des guerriers berbères. Où je veux en venir, ces conquêtes ont mis les Arabes en relation directe avec des civilisations très anciennes, des régions et des modes de vie très différents de ce qu'ils pouvaient connaître en Arabie. Alors je ne vous fais pas un dessin, mais en Arabie, à part quelques sites urbains, on n'a pas de ville immense, et surtout on ne dispose pas du tout du même confort de vie. Par là je veux dire que la ressource la plus précieuse pour l'homme, autrement dit l'eau, elle est extrêmement rare dans la plupart des régions d'Arabie qui sont avant tout désertiques. Ce qui signifie que l'on ne va pas gaspiller l'eau inutilement, et donc au-delà de toute dimension socio-économique, l'idée de développer des lieux où se baigner, et encore plus de créer de grands bains publics, c'est pas quelque chose qui nous traverserait l'esprit au premier abord. Je rappellerai d'ailleurs que ce n'est pas un hasard si le paradis coranique est décrit comme un monde où s'écoulent de multiples ruisseaux. L'un fait d'eau, l'autre de lait, de miel ou encore de vin. Donc quand les Arabes ont conquis des régions comme l'Égypte ou la Syrie, d'un, ils sont arrivés dans des zones où l'eau pouvait être en abondance, et de deux, ils se sont surtout retrouvés dans les villes en contact avec des populations anciennement administrées par les Byzantins. Des hommes et des femmes qui étaient donc pénétrés par la culture, par des habitudes de vie à la romaine. C'est par ce biais que la plupart des conquérants arabes ont découvert les termes et la pratique du bain public. Plus encore qu'une simple rencontre, les Arabes qui se sont installés dans ces régions auraient rapidement adopté cette activité, voire même plus globalement le style de vie local. Et finalement, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, car premièrement, conquête ne signifie pas rejet de la culture ou du mode de vie de l'adversaire vaincu, bien au contraire, puisque les Arabes et les Romains avant eux se sont imprégnés, au moins en partie, des mœurs, des coutumes et même de l'idéologie des civilisations qui les ont précédés.
Ceci d'autant plus que les Arabes, quand ils arrivent en Syrie, en Égypte ou bien en Mésopotamie, ils sont en situation de grande infériorité numérique. On parle de quelques centaines de milliers d'étrangers face à des populations essentiellement citadines qui se comptent, elles, en millions. L'arrivée des Arabes n'a donc pas constitué une rupture fondamentale. Et plus encore, les conquérants se sont inscrits dans la continuité des traditions locales, antiques, et donc de la civilisation romano-byzantine. Ce qui fait qu'ils ont conservé l'administration locale et qu'ils ont repris certaines pratiques byzantines, comme la vie de palais, la peinture ou encore le style de certaines monnaies, à l'image justement de celle que vous voyez sur l'écran et qui date de la fin du 7e siècle. De la même manière, les Arabes ont adopté la pratique romaine du bain public sans pour autant en modifier à la fois la pratique et l'organisation, du moins dans un premier temps. Cet héritage est si bien accepté qu'il n'est pas rare de retrouver des peintures, voire même des statues, représentant des êtres vivants au sein de certains bâtiments arabo-musulmans. C'est le cas notamment des palais du désert omeyyades, localisés entre la Syrie et la Palestine, où les bains occupaient une place centrale. On peut le constater à travers l'exemple de Khirbat al-Mefjer, avec des sols en mosaïque, des statues à l'entrée des bains, de même que de petites statuettes à l'intérieur. Ou encore à Qusayr Amra, renommé pour ses nombreuses pointures, certaines s'écartant légèrement quand même, avec l'idée d'une quelconque pudeur. S'il s'agit ici de bains princiers et privés, apparemment, il est possible que des peintures, voire des sculptures représentant des êtres vivants, soient visibles à l'intérieur de certains bâtiments publics, et ce encore bien après le 7e siècle, et sans que cela déclenche, semble-t-il, l'hystérie des juristes musulmans. Car je le rappelle, il a rapidement existé un consensus sur le fait qu'il serait interdit de représenter des êtres possédant une âme, autrement dit, les hommes et les animaux. C'est pour vous dire à quel point on s'inscrit pleinement dans la tradition romaine. À côté de ça, si les musulmans ont adopté les termes byzantins, c'est aussi parce que cette pratique, en principe, n'entre pas en contradiction avec les préceptes et les interdits de l'islam. Plus encore, les bains publics peuvent même être utilisés au sein de la pratique religieuse. Car l'un des socles de la religion musulmane repose sur la notion de pureté religieuse qu'on appelle en arabe at-tahara. Et qui dit pureté religieuse, dit aussi impureté religieuse, car il ne peut pas y avoir de purification sans notion d'impureté. Dans ce cadre, en islam, on a deux états d'impureté, une souillure mineure liée aux déjections humaines, et une souillure majeure conséquence des rapports sexuels ou de l'apparition des règles pour les femmes. À ces deux états d'impureté répondent deux manières de se purifier qui passent par des actes qu'on appelle les ablutions. Pour les souillures mineures, il s'agira d'ablutions simples consistant à se frictionner certaines parties du corps. Et pour les souillures majeures, on optera pour des ablutions plus complexes en se lavant l'intégralité du corps. Vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse le plus dans le cadre de cette vidéo, ce sont les grandes ablutions, le ghusl en arabe. Dans ce cadre, les termes puis le hammam arabo-musulman auraient servi à effectuer ces ablutions majeures, en particulier lors de certains jours précis, comme les jours de fête ou avant la grande prière du vendredi. Seulement, jusqu'à la fin des années 1990, les historiens ont eu tendance à surévaluer l'importance du facteur religieux dans ce processus d'adoption des termes par les musulmans. D'un, on ne sait pas vraiment à quel point la pratique des ablutions majeures était liée à la fréquentation des bains publics, et de deux, ce serait mettre de côté l'idée plus terre-à-terre que si les musulmans ont fait du hammam une activité centrale de leur quotidien, c'est tout simplement par pur plaisir, parce que les termes sont associés à l'idée de relaxation et de bien-être. Ce qui nous ramène, encore une fois, à l'idée que même après l'arrivée des Arabes et de l'islam, on conçoit toujours les bains publics à travers le prisme du modèle antique. Toutefois, ça n'empêche pas certains juristes musulmans de critiquer ou en tout cas de vouloir encadrer la pratique des termes. Parce que, mine de rien, le fait que l'on se dénude devant d'autres personnes comporte quelques dangers. Le premier étant celui de l'éveil des désirs, voire de leur réalisation à travers les rapports sexuels. D'où notre représentation des termes romains, puis des hammams, comme étant des lieux hors du temps et des interdits, et où avait cours une véritable licence sexuelle. Ces images relèvent en grande partie de fantasmes, mais elles recouvrent aussi une certaine réalité. Ainsi, dès l'Antiquité romaine, certains auteurs comme Sénèque ou Pline l'Ancien ont affiché leur mépris des termes à travers lesquels ils décelaient la dépravation des mœurs et un goût effréné pour le luxe.
Du côté des juristes musulmans, le problème tient d'abord à la nudité publique ou semi-publique. Car dans l'islam comme dans le christianisme, la notion de pudeur est juste primordiale. Si Adam et Ève sont restés entièrement nus avant d'avoir goûté aux fruits défendus, une fois qu'ils ont enfreint les règles fixées par Dieu, leur nudité leur est soudainement apparue. Et quel a été leur premier réflexe? Celui de se couvrir les parties génitales, dont l'exposition leur apparaissait trop honteuse. Pour étudier ces critiques adressées par les juristes musulmans, les historiens disposent de nombreux ouvrages, dont les plus anciens remontent au IXe siècle. Alors, vous me direz que ces textes sont déjà anciens, mais ces réflexions témoignent de questionnements antérieurs qui ont sans doute émergé dès le 7e siècle. Même si les choses sont un peu floues, on a bien l'impression que les juristes éprouvaient de profonds désaccords entre eux, mais surtout qu'on avait deux groupes qui s'opposaient. D'un côté les juristes et de l'autre l'aristocratie qui avait pleinement adopté le modèle des termes antiques. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la pratique du hammam va être un des sujets de réflexion théologique et juridique qui va permettre de définir puis de structurer l'orthodoxie musulmane. Cette orthodoxie qu'on appelle aujourd'hui sunnisme, qui n'existait pas avant le 9e siècle, est l'un de ses grands représentants, Ahmad ibn Hanbal. L'encadrement de la pratique du hammam a donc été à la fois un enjeu de lutte entre pouvoir politique et pouvoir religieux, et une manière d'esquisser les contours d'une morale sexuelle, voire d'un idéal de civilité, en relation avec la notion de pudeur et de respect d'autrui. Si certains juristes, semble-t-il minoritaires, n'ont pas hésité à affirmer qu'il était interdit pour tout musulman de fréquenter les bains publics, la majorité des théologiens se sont accordés sur le fait qu'il était acceptable pour un musulman de se rendre au terme, mais seulement quand même sous certaines conditions. Premièrement, la nudité doit être couverte avec un pagne dissimulant les parties génitales. Et quand bien même celle-ci serait amenée à être visible, le musulman est invité à conserver le regard devant lui et non pas de le laisser traîner un peu partout. Deuxièmement, se pose la question des femmes. Ont-elles le droit de fréquenter les bains publics? Et si oui, sous quelles conditions? Même si quelques divisions apparaissent, la majorité des juristes autorisent les femmes à se rendre au hammam. Seulement, deux règles majeures doivent être respectées. Selon la première, la mixité sexuelle au sein des bâtiments publics est strictement interdite. Sur ce point, les juristes musulmans n'ont pas innové, puisque les Romains et surtout les Byzantins avaient formellement prohibé de telles pratiques. De fait, les autorités et le gestionnaire du hammam ont mis en place des jours et parfois des horaires dédiés respectivement aux hommes et aux femmes. Seulement, les juristes musulmans vont aller encore plus loin en s'accordant sur le fait que les femmes ne peuvent pas se rendre au bain public quand elles le veulent. En gros, les hommes, y a pas de souci, mais les femmes, ça commence un petit peu à poser problème. D'où la mise en place de conditions strictes à partir desquelles les femmes sont autorisées à fréquenter le hammam. En l'occurrence, elles n'ont droit de se rendre au hammam que si elles sont atteintes d'une maladie, si elles se trouvent dans leur période menstruelle ou si elles viennent d'accoucher. Alors oui, on est d'accord, c'est très strict, sauf qu'il s'agit de règles, et que l'on sait que dans la pratique, les choses devaient être sans doute un peu plus relaxes. D'autant qu'en incluant les règles féminines dans ces conditions, on s'imagine bien qu'au vu de la fréquence de celles-ci, il devait y avoir quelques petits contournements et autres simulations. Reste que l'on veille sérieusement à maintenir un ordre moral dans les villes à travers le respect des bonnes mœurs. Et dans ce cadre, le hammam apparaît comme un des lieux principaux d'une possible mise en danger de l'ordre moral. Les autorités urbaines ont donc nommé une personne, le muhtasib, dont le rôle est de veiller à la fois sur l'organisation économique, à travers les marchés, mais aussi de préserver une certaine rigueur morale en réprimant les conduites inappropriées et en surveillant, entre autres, le hammam et ses alentours. En plus de ça, les juristes ont rédigé des traités de hisba, c'est-à-dire des ouvrages dédiés à la police urbaine, où le contrôle des bains publics occupait une place centrale. Sans compter qu'au fil des siècles, les théologiens ont continué de s'écharper autour de la question du hammam, avec certaines divergences de point de vue, en fonction de l'appartenance à telle ou telle école juridique, parmi les 4 principales que compte le sunnisme. Au-delà de ces réflexions, ce que prouve la vitalité des débats autour du hammam dès le 7e siècle, puis leur poursuite au fil du temps, et d'ailleurs encore jusqu'à nos jours, eh bien, c'est que le hammam représentait une institution majeure de la civilisation islamique.
À tel point qu'assez rapidement, le modèle de la ville islamique ne peut se concevoir sans la présence des bains publics. Pour vous donner quelques chiffres, parfois visiblement gonflés par les sources arabes, on aurait compté 300 bains à Cordoue au Xe siècle, 57 à Damas au XIIe siècle et 164 à Alep au XIIIe siècle. Au-delà de ce dénombrement, qui parfois est clairement fantaisiste, le plus important, c'est de constater qu'une ville sans hammam ne peut être considérée comme une ville, et que sa popularité dépend en partie du nombre de hammams qu'elle possède. Et puis, en parallèle de ces bains publics, qui se sont multipliés dans les villes, sont aussi apparus des bains privés ou semi-privés, que ce soit dans les palais, à l'image des châteaux du désert omeyyade, puis, entre autres, dans la péninsule ibérique, avec l'exemple de la ville palatiale omeyyade de Madinat al-Zahra et du Salon Rico, bâti au Xe siècle, ou plus tard à Grenade, avec le Banuelo du XIIe siècle et les bains de Comares datant du XIVe siècle, situés dans la très célèbre Alhambra. Mais là, on parle de grands palais, et surtout de très riches propriétaires qui ont les moyens de construire de tels bâtiments. Sans compter qu'il s'agit de monuments urbains, donc mettre en place les systèmes de canalisation et d'adduction en eau, c'était pas très simple, on est d'accord, mais c'était pas non plus hyper compliqué. Ce qui est un poil plus difficile par contre, c'est de créer un hammam et de l'alimenter en eau, dans une forteresse perchée sur un éperon rocheux et qui n'est pas située à proximité d'un cours d'eau important. Et pourtant, on y est parvenu, comme c'est le cas pour la forteresse de Sadr en Égypte, construite sous Saladin à la fin du XIIe siècle, et comme vous le voyez, on ne peut pas dire que sa situation soit si propice à la mise en place d'un système thermal. Même si un tel bâtiment n'a pas non plus été érigé au hasard, puisque celui-ci se situe à proximité de différentes sources d'eau, comme celle d'Aïn Soudra. Et pourtant, on a bien construit un hammam dans cette forteresse. Preuve encore une fois qu'il faisait partie intégrante de la culture arabo-musulmane, notamment pour les élites. En parallèle de ces bains privés, comme on l'a vu, les bains publics se sont multipliés dans la plupart des villes. Non seulement les populations ont continué d'utiliser les termes romano-byzantins, mais en plus, les autorités ont construit de nouveaux établissements. Et justement, si je vous ai dit que les musulmans avaient pleinement adopté le modèle antique de l'usage des termes, avec la construction de ces nouveaux bains publics, les choses vont commencer à changer. Parce que, finalement, jusqu'à maintenant, on n'avait pratiquement pas de hammam, puisque je le rappelle, il s'agit d'une pièce chaude et composée de vapeur d'eau. Or, l'écrasante majorité des bains byzantins ne se basait pas sur ce système. Calqué sur le modèle romain, il se divisait en une série de salles constituant un parcours que le baigneur devait suivre. On commençait par le vestiaire, où l'on se déshabillait, puis la salle tiède, la salle chaude et enfin la salle froide. Dans chacun de ces espaces, la personne attendait ou se nettoyait la peau à l'aide du strigil. Au fil des siècles, les populations du monde arabo-musulman vont quelque peu repenser l'organisation des thermes. On réduit l'importance du vestiaire et de la salle froide pour privilégier les pièces tièdes et surtout les pièces chaudes. D'où le nom de hammam que l'on pourrait simplement traduire en français par bain d'eau chaude. Surtout, dès le 7e siècle, on commence à développer les bains de vapeur, à l'image des palais omeyyades comme celui de Khrebat al-Mafjar, ou encore des bains proto-byzantins d'Al-Bara, découverts en Syrie et bâtis entre les 5e et 6e siècles et réaménagés par la suite. Cette création de bains de vapeur s'accompagne obligatoirement d'un changement dans le système de chauffe. Là où les Romains utilisaient un chauffage au sol par hypocauste, sorte de petite pilette en briques, les nouveaux bâtisseurs mettent en place un nouveau système de chauffage passant à travers les parois et les voûtes du bâtiment. Des trous sont ensuite percés dans les murs pour permettre à la vapeur de se diffuser dans la pièce. Cela étant dit, cela ne signifie pas qu'on abandonne comme ça, du jour au lendemain, les techniques romaines. Bien au contraire. En réalité, pendant des siècles, le chauffage par hypocauste restera dominant et ce n'est qu'après une très longue phase de transition, que l'on a encore beaucoup de mal à estimer, que les bains de vapeur remplaceront les termes romains. On sait par exemple qu'en Égypte, il aurait fallu attendre le Xe siècle et surtout la dynastie des Fatimides avant de voir les premiers bains publics de vapeur être construits aux alentours du Caire.
Quasiment au même moment, les premiers hammams seraient apparus en Afrique du Nord, comme en témoigne le bain des teinturiers de Tlemcen dans l'actuelle Algérie. Tandis que du côté d'Al-Andalus, la transition semble être déjà largement enclenchée au XIIe siècle, à l'image du Banuelo de Grenade ou encore des bains de Baza, bâtis quant à eux au XIIIe siècle. Autre changement important, on ne pratique plus de sport au sein des bains publics. Par contre, comme durant l'Antiquité, on peut s'y divertir, ce que prouverait la découverte d'une pièce de jeu dans le hammam de Loulé au Portugal. Finalement, malgré quelques évolutions, le hammam islamique n'est pas si éloigné du terme romano-byzantin. Si certains aspects de son organisation et de son usage évoluent, les populations vivant en terre d'islam attribuent au hammam un rôle assez similaire à celui que les Romains attribuaient aux bains antiques. D'abord, le hammam est avant tout perçu comme un lieu propice à l'hygiène et aux soins du corps. Si les Romains nettoyaient leur peau à l'aide d'un strigile, les arabo-musulmans utilisaient des pierres ponces une fois que les pores de leur peau avaient été dilatés par la chaleur. L'une de ces pierres a d'ailleurs été retrouvée par les archéologues dans les bains de la ville de Ronda, datant peut-être du XIIIe ou du XIVe siècle. Après avoir expulsé les impuretés de leur peau, comme les Romains, les personnes se laissaient alors masser l'intégralité du corps par un personnel dédié. Et les soins que l'on se prodiguait au hammam ne s'arrêtaient pas là. On y pratiquait aussi l'épilation, soit par ses propres moyens, ou bien en requérant les services d'un barbier qui s'occupait tout autant des poils que des cheveux. On utilisait alors une pâte épilatoire à base d'arsenic rouge qu'on appelait en arabe noura. L'arsenic étant bien sûr très légèrement dangereux, mais à l'époque on n'avait pas conscience de sa nocivité. Les hommes, comme les femmes, se rendaient donc au hammam pour soigner leurs cheveux et s'occuper de l'intégralité de leur pilosité, y compris celle des parties intimes. En plus de ça, les femmes en profitaient pour s'y parfumer de diverses essences, notamment de santal ou de safran. En témoignent les multiples flacons en verre retrouvés dans les bains de Ronda ou encore de Loulé. Sans compter qu'elles utilisaient également certains cosmétiques, comme le henné ou encore le khol, un produit utilisé depuis des millénaires pour maquiller les yeux. En plus de tous ces soins, on pouvait également se laver les dents grâce à des dentifrices produits sous forme de tablettes ou de poudre. Enfin, plus globalement, la pratique du hammam s'inscrivait dans des régimes de santé prescrits par les médecins. Là aussi, encore une fois, rien de nouveau vis-à-vis de l'Antiquité romaine, puisque fréquenter les thermes se concevait également comme un moyen de fortifier son corps, de se prémunir de potentielles maladies, voire même parfois d'en guérir. Cette conception médicale du bain se basait sur l'idée tout à fait valide que les changements de température opérés lors du passage dans les différentes salles stimulaient la circulation sanguine et permettaient au corps de se débarrasser de ses potentielles impuretés. En plus de ces rôles attribués aux termes, leur usage fut aussi jugé bénéfique dans le cadre de la théorie des humeurs, développée principalement par Galien au IIe siècle de notre ère. Je ne reviendrai pas en détail sur ce concept que l'on a déjà expliqué dans différentes vidéos. Mais pour faire simple, il s'agissait de penser la bonne santé de l'homme à travers 4 humeurs qui devaient au maximum rester en équilibre. Le petit problème, c'était justement que ces 4 humeurs, sortes d'énergie mouvantes, variaient dans le corps selon différents facteurs, comme le sexe, l'âge, le mode de vie, l'alimentation ou encore l'environnement. Le devoir du médecin était alors d'échafauder différents régimes en fonction de ses patients pour au mieux les prémunir des maladies ou au pire les guérir si celles-ci survenaient. Le but étant quand même d'agir en amont comme c'est le cas à travers l'usage des termes. Un siècle avant Galien, un autre auteur, Cels, expliquait dans son De Medicina que la pratique du bain permettait de réduire la fièvre, d'équilibrer ses fameuses humeurs et de préparer le corps à la consommation de son futur repas. Et oui, ça c'est la cerise sur le gâteau. Quoique pour certains, ce serait plutôt le gâteau sur la cerise. Encore une fois, les médecins du monde arabo-musulman se feront les héritiers de leurs prédécesseurs antiques. Cette conception médicale de la fréquentation des bains publics s'est donc poursuivie et a même été développée par différents auteurs, comme c'est le cas notamment avec Abu Zaïd al-Balkhi au début du Xe siècle, et surtout avec le très célèbre Avicenne ou Ibn Sina en arabe, auteur du canon de la médecine au début du XIe siècle, où il fait une place de choix au hammam, évoquant à la fois ses effets positifs, tout en énumérant quelques contre-indications en fonction des pathologies des patients. En résumé, les savants antiques puis médiévaux
avaient bien compris les bienfaits des thermes puis du hammam. Seulement, à des époques où l'on ne connaissait pas encore précisément le fonctionnement de l'organisme, et surtout l'existence des microbes, eh bien, les bains publics pouvaient aussi favoriser la propagation de certaines maladies. Enfin, en plus de cet usage du hammam pour se détendre et fortifier son corps, les bains publics arabo-musulmans, tout comme les termes romains, encore une fois, se concevaient aussi comme des lieux de rencontre, autrement dit, des lieux de sociabilité. Comme je vous l'ai dit, on pouvait s'y divertir, mais plus globalement, on s'y rendait pour discuter avec ses amis, voire rencontrer des personnes jusque-là inconnues, et nouer ainsi de nouvelles relations potentiellement utiles dans le futur. Le cadre du hammam, en plus de son aspect feutré et un peu hors du temps, se prêtait parfaitement à la détente à travers son architecture et son organisation. Des fenêtres finement sculptées étaient percées dans le plafond de certaines salles, laissant filtrer une lumière douce et bienfaitrice. Les pièces étaient garnies de banquettes, voire de tables, où les personnes pouvaient s'asseoir, discuter ou bien se faire masser par le personnel du hammam. En se promenant à travers les différents bains d'Al-Andalus, comme ceux du Banuelo, ou encore en admirant la très belle reconstitution réalisée par la ville de Ronda, on peut imaginer quelle atmosphère pouvait régner dans ces lieux. Ici, il s'agit de ces fameuses lucarnes dont je vous parlais plus tôt. On les retrouve entre autres dans le Banuelo de Grenade, et ce dans différentes salles, comme la pièce froide, le Beit el-Barid, ou encore la pièce chaude, le Beit el-Sahoun, qui est logiquement l'une des plus grandes de l'édifice. Le hammam a donc été l'un des piliers de la civilisation arabo-musulmane médiévale. Il était impossible de concevoir une ville sans bain public. Cet usage du hammam restera par la suite très important durant l'époque moderne, avec un développement par les différentes dynasties de l'époque, comme les Ottomans ou encore les Safavides. On conserve d'ailleurs de nombreux éléments associés à la pratique du hammam et datant grosso modo des 18e-19e siècles, comme cette serviette turque, ce bonnet brodé retrouvé en Algérie, que les femmes posaient sur les cheveux pour les protéger à leur sortie du hammam, ou encore ces bols où l'on devait transporter certains produits, ainsi que ces chaussures ottomanes en bois et dédiées uniquement à la pratique du bain. Toutefois, malgré sa place centrale dans la culture arabo-musulmane, le hammam déclinera tout naturellement au cours de la période contemporaine, surtout durant le XXe siècle, avec la démocratisation progressive de la salle de bain individuelle. Donc finalement, c'est assez récent. Et encore aujourd'hui, même si l'écrasante majorité des établissements ont fermé leurs portes, et que cette culture des bains publics a quasiment disparu, ou en tout cas s'est transformée, certains hammams continuent leur activité. C'est le cas en Turquie ou encore en Afrique du Nord, comme en Tunisie, où se côtoient à la fois des bains de quartier et des bâtiments plus modernes et touristiques se rapprochant de nos spas occidentaux. Donc, si l'on devait résumer cette vidéo, je dirais qu'il faut surtout retenir qu'il existe une continuité entre le modèle du bain antique et le modèle arabo-musulman du hammam. Et même au-delà de ça, le monde islamique s'est fait l'héritier des civilisations qui l'ont précédé. Car, même si on n'en a pas parlé, les arabo-musulmans, comme les romains, les perses ou les nabatéens avant eux, ont développé toute une science de l'hydraulique, que ce soit à travers des ouvrages comme les barrages, les crânettes ou encore les norias, autant d'installations qui ont permis d'alimenter en eau les villes et donc les hammams. Enfin, si les musulmans ont adopté la pratique des termes romains, c'est surtout qu'au-delà des facteurs religieux, la manière de fréquenter et d'utiliser les bains publics n'ont en fait connu quasiment aucun changement avec l'arrivée de l'islam. Comme je vous l'ai expliqué, les conquérants arabes étaient en infériorité numérique et se sont donc fondus en quelque sorte dans la société en s'imprégnant des coutumes locales. Et de deux, les populations autochtones ont conservé leur culture et ont ainsi continué à utiliser les bains indépendamment d'une quelconque réflexion religieuse. Autrement dit, même si une partie de ces personnes se sont converties à l'islam, rien n'a véritablement changé dans leur quotidien et leur pratique du bain y est demeurée centrale. Mais le gros questionnement qui reste tout de même en suspens, c'est de savoir qui se rendait réellement au hammam et selon quelle fréquence. Car si on sait qu'une grande partie de la population est censée avoir accès au bain public, cela ne signifie pas que tout le monde s'y rend. Et surtout que toutes les personnes l'utilisent de manière régulière, disons une fois par semaine. Et puis, il faut aussi bien avoir conscience que dans cette vidéo, je vous ai surtout parlé des hammams présents dans les villes. Or, à ces époques, la majorité de la population se trouve dans les campagnes.
Alors, que se passe-t-il dans ces régions reculées? L'historien a bien du mal à y répondre. Si pour les villes on est déjà souvent très dépendant de l'archéologie, pour les territoires ruraux, ce constat est d'autant plus vrai. Seulement, on sait quand même que les bains publics étaient très répandus, et que même dans des petites localités, situées à mi-chemin entre la ville et la campagne, il n'était pas rare d'en trouver. Alors certes, les décorations et le confort devaient être légèrement éloignés des grands établissements urbains, mais quand même. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, hein, vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche des notifications, et puis aussi à me laisser un commentaire, soit que ce soit une question ou un avis sur cette vidéo, si elle vous a plu, en tout cas j'espère. N'hésitez pas aussi, je vous invite vivement, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de l'islam, à vous inscrire au groupe privé de la chaîne, en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors ce groupe privé, c'est simplement que parfois, le mercredi ou le samedi, je vous envoie sur votre boîte mail un mail qui vous parle de l'histoire de l'islam, c'est logique, mais aussi de comment les historiens travaillent sur l'histoire de l'islam et face à quelles problématiques ils sont confrontés. Donc, encore une fois, si vous voulez vous inscrire, c'est le premier lien dans la description, et puis en sachant également que vous pouvez à tout moment vous désinscrire de ce groupe. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'y rester ad vitam aeternam, c'est pas du tout le but, c'est vraiment le but de vous transmettre un maximum de connaissances et aussi de vous tenir informé des projets que je fais en annexe de YouTube. Et parfois vous avez aussi des petits avantages, des petites promotions, donc c'est aussi un petit peu tout bénef, parce que dans tous les cas vous n'êtes pas prisonnier, je le rappelle. Donc voilà, merci aussi à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et soit autant les tipeurs que les utipeurs, et si je bug un petit peu c'est parce que j'ai pensé à quelque chose que je devais dire et que j'ai oublié, de vous dire simplement que si vous êtes intéressé par la question de l'histoire de l'hygiène dans le monde arabo-musulman, j'ai écrit, il n'y a pas très longtemps, un script pour un youtubeur assez connu d'ailleurs, mais la vidéo n'est pas encore sortie à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc si vous êtes intéressé par ce sujet, je mettrai directement le lien dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je remercie encore une fois ceux qui soutiennent financièrement la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Mais comme toujours, vous le savez, portez-vous bien.